Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se planche sur un sujet assez pointu, la santé mentale des personnes âgées, la gérontopsychiatrie, comme on dit. Oui, bonjour. Effectivement, un domaine complexe. On va s'appuyer sur le référentiel ECNI psychiatrie et addictologie pour essayer de comprendre pourquoi c'est vraiment une surspécialisation. Exactement. L'idée, c'est de voir ce qui change avec l'âge, comment on diagnostique, comment on prend en charge. Parce que le vieillissement, ça modifie tout. La façon dont les troubles se manifestent à 70 ans, ça n'a rien à voir avec 30 ans. Et puis, il y a souvent d'autres maladies qui viennent compliquer les choses, sans parler des médicaments. Oui, voilà, c'est ça le nœud du problème, non? Comment on fait la différence entre le vieillissement normal, une maladie physique qui donne des symptômes psy, ou un vrai trouble psychiatrique? C'est c'est un vrai défi, absolument. Et puis il y a toute la vulnérabilité liée à l'âge, les pertes, le deuil, la baisse d'autonomie, la fragilité physique aussi. Tout ça, ça pèse sur le moral, forcément. Sans oublier les comorbidités, vous disiez? C'est-à-dire, Le fait d'avoir plusieurs maladies en même temps. Une personne âgée a souvent, par exemple, du diabète, de l'hypertension, de l'arthrose. Et ça peut brouiller les pistes pour un diagnostic psy. ça complique aussi beaucoup la prise en charge. Et alors, parlons des médicaments psychotropes. Les chiffres sont assez impressionnants, non? Ah oui, on voit une consommation très élevée. Les benzodiazépines, pour l'anxiété ou le sommeil, c'est plus de 30% des plus de 65 ans, hein. Et les antidépresseurs, ça peut monter jusqu'à 18% chez les plus de 85 ans. Plus d'une personne sur trois sous anxiolytique, ça interroge quand même. Est-ce que c'est toujours justifié? Ou est-ce parfois une réponse un peu facile à une détresse? C'est une très bonne question. Et c'est d'autant plus important que le risque iatrogène, c'est-à-dire les effets indésirables des médicaments, il est vraiment majeur chez les personnes âgées. Elles sont beaucoup plus sensibles. Donc, il y a des règles pour prescrire en camp. Oui, la règle d'or, c'est vraiment start low, go slow. On commence avec des doses très faibles et on augmente tout doucement, très progressivement. Si possible, on essaie d'utiliser un seul médicament, la monothérapie, et surtout, on réévalue très souvent si le traitement est toujours nécessaire et est bien toléré. Prenons les benzodiazépines, justement. Utile, mais Dangereux. utile sur une courte durée, oui. Maximum 12 semaines pour l'anxiété et 4 semaines pour les problèmes de sommeil. Pas plus. Parce que les risques sont bien réels. La sédation, le risque de chute, avec toutes les conséquences qu'on imagine. Fracture du col du fémur. Exactement. Et puis, il y a les troubles de la mémoire, la confusion, et bien sûr, le risque de dépendance qui est très important. On évite aussi certains autres produits comme l'hydroxyzine à cause des effets anticholinergiques. Ah oui, ces fameux effets anticholinergiques, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça peut donner une bouche sèche, de la constipation, une vision floue, des difficultés à uriner et surtout de la confusion mentale. C'est très inconfortable et potentiellement dangereux à cet âge. D'accord. C'est aussi pour ça qu'on évite certains vieux antidépresseurs, les tricycliques. Oui, tout à fait. En plus de ces effets anticholinergiques, ils peuvent être toxiques pour le cœur, donc vraiment à éviter. Alors, pour traiter une dépression ou une anxiété qui dure, on se tourne vers quoi? Les ISRS? Oui, les ISRS, donc les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, en général, ils sont mieux tolérés, mais il faut rester vigilant, notamment sur un risque, rare mais grave, qu'on appelle le SIADH. Le SIADH. C'est un syndrome de sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques. En gros, ça perturbe l'équilibre en eau et en sel dans le corps. Il faut surveiller ça. Et un mot sur les antipsychotiques, on entend souvent qu'il faut être très très prudent. Extrêmement prudent, oui. Leur usage doit être très limité, vraiment réservé au délire, aux hallucinations ou à une agitation très sévère et dangereuse. Et toujours à la plus petite dose possible, pour la durée la plus courte possible. Parce que les risques sont élevés. Oui, risque de symptômes extra-pyramidaux qui ressemblent à la maladie de Parkinson, risque cardiovasculaire, et attention, chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, on a montré qu'ils augmentent le risque d'AVC et même la mortalité. Donc on les utilise vraiment qu'en dernier recours et sous haute surveillance. Abordons maintenant les troubles spécifiques, la dépression chez la personne âgée. Elle se présente comment? Il y a des particularités? Oui, tout à fait. Déjà, elle est fréquente, mais souvent elle est un peu masquée. Les personnes vont plutôt se plaindre de douleurs, de fatigue, de perte d'appétit. Ah, donc des symptômes physiques avant tout. Souvent, oui. Et puis, ce qui est aussi plus fréquent qu'à d'autres âges, ce sont les symptômes psychotiques. Des idées délirantes, typiquement de préjudice, on vol, de culpabilité intense, ou parfois même le syndrome de Cotard. Le syndrome de Cotard, c'est quoi ça? C'est quand la personne a l'impression qu'elle n'existe plus, qu'elle est déjà morte, ou que ses organes sont pourris.
C'est très impressionnant. Et surtout, il faut savoir que le risque de suicide est très élevé dans la dépression du sujet âgé. Et il y a un lien avec les démences, c'est ça? Oui, un point important. Une dépression qui apparaît pour la première fois après 65 ans, ce qu'on appelle une dépression tardive, est associée à un risque plus élevé de développer une maladie d'Alzheimer ou une autre démence par la suite. Et l'anxiété, C'est fréquent aussi. très fréquent, plus de 10% des seniors. Souvent un trouble anxieux généralisé ou des phobies. Là encore, le diagnostic est parfois difficile. Il faut bien faire la différence avec les effets de maladies physiques, d'autres troubles psy. Ou une démence débutante. Comment on distingue par exemple l'apathie, ce manque d'envie qu'on voit dans les démences, de l'anédonie, de la dépression, l'incapacité à ressentir du plaisir? C'est toute la subtilité de l'évaluation gérontopsychiatrique. L'anédonie, c'est vraiment une perte de la capacité à éprouver du plaisir, alors que l'apathie, c'est plus un manque global d'initiative, de motivation, sans forcément cette tristesse ou cette perte de plaisir associée. Mais parfois, les deux coexistent. Un autre gros chapitre, ce sont les symptômes psycho-comportementaux des démences, les SPCD. Vous disiez que c'est extrêmement fréquent? Ah oui, plus de 80% des patients atteints des démences vont en présenter un moment ou l'autre. C'est énorme. Et souvent, c'est ça qui est le plus difficile à gérer pour les aidants. L'apathie, parfois la dépression, l'agitation, l'agressivité. Il y a aussi les idées délirantes. Oui, souvent des idées de persécution, de vol, et les hallucinations, surtout visuelles. D'ailleurs, des hallucinations visuelles précoces doivent faire penser à une démence à cordes de Lewy, ou parfois à un état confusionnel. Et comment on prend en charge ces SPCD, qui sont si perturbants? Alors, la priorité absolue, vraiment, ce sont les approches non médicamenteuses. Informer les aidants, comprendre ce qui déclenche les troubles, adapter l'environnement, proposer des activités. C'est la base. Les médicaments, c'est en dernier recours. Exactement. Uniquement si les symptômes sont très sévères, très envahissants et si les approches non médicamenteuses ont échoué. Et là encore, dose minimale, durée la plus courte, réévaluation fréquente. Il faut savoir que les antipsychotiques peuvent aider sur les délires ou l'agitation sévère, mais pas sur les troubles d'identification par exemple. Et les antidépresseurs, eux, sont souvent inefficaces sur l'apathie isolée. Et pour finir, il ne faut pas oublier l'alcool et l'abus de médicaments. Non, en effet, l'alcoolisme, c'est le troisième trouble psychiatrique le plus fréquent chez les personnes âgées. Et l'abus de médicaments, surtout les benzodiazépines, mais aussi les antidouleurs, c'est un vrai problème. Quels sont les signes qui doivent alerter? Une baisse de l'autonomie, une certaine négligence, des troubles du sommeil importants, une anxiété ou une dépression qui ne s'explique pas, des épisodes de confusion ou des signes de sevrage si la personne arrête brutalement. Le diagnostic est parfois difficile parce que les critères qu'on utilise chez les plus jeunes ne sont pas toujours adaptés. Bon, si on devait synthétiser cette plongée rapide, ce qu'on retient, c'est vraiment la spécificité de la psychiatrie du sujet âgé. Il faut une approche globale, médicale, psychologique, sociale. Oui, absolument. L'évaluation doit être très complète. Et la prescription de psychotropes, c'est un exercice délicat, un vrai numéro d'équilibriste. Et puis, l'importance majeure des symptômes comportementaux liés aux démences, les SPCD, et aussi des addictions, alcool et médicaments. Tout à fait, ce sont des défis constants. Et ça nous amène peut-être à une question pour conclure, une piste de réflexion. Oui. Vu à quel point la santé physique et la santé mentale sont intriquées chez la personne âgée, et vu les risques liés aux médicaments psychotropes, comment améliorer la collaboration entre les médecins généralistes, les gériatres, les psychiatres, pour vraiment sécuriser et optimiser le parcours de soins de cette population qui est souvent très fragile? Une meilleure coordination, en somme. Voilà, c'est sans doute un enjeu majeur pour l'avenir, un enjeu collectif.